Et du coup, on peut passer à notre dernier nom. Bon, il y a des choses à dire, mais je pense qu'on va aller rapidement parce que c'est un peu l'évidence. C'est Kevin Durant, évidemment. Donc Kevin Durant, 9 saisons sur la décennie, 9 sur 10, puisqu'il y a une saison blanche en 2020, quand il signe à Brooklyn. En 2020, il ne joue pas du tout, et il y en a presque quasiment 8 même, puisqu'il est aussi blessé en 2015. Il fait à peine 27 matchs cette année-là. Donc sur la décennie, 27,7 points de moyenne sur la décennie, sur l'ensemble de la décennie. C'est tout simplement le premier total de la décennie en NBA. Et 36,6 minutes par match en moyenne, c'est le deuxième total derrière LeBron. Et en termes de minutes, on est sur du 22 000 minutes, 13e plus gros total et plus de 600 matchs. Bref, MVP 2014, le titre en 2017 et 2018 avec l'équipe des Warriors, en participant à l'équipe des Warriors. 9 sélections All-Star, alors qu'il a joué que 8 vraies saisons. C'est assez remarquable aussi. Et effectivement, 8 sélections en All-NBA, 5 fois en première et 3 fois en deuxième. Et donc, en fait, les seules années où il n'est pas All-NBA, Kevin Durant, c'est les années où il est blessé, tout simplement. Ce qui pose quand même un peu le niveau, 3 fois scoring champion sur la décennie en question, 4 fois en tout, il me semble. Au niveau de NBADraft.net, pour le coup, là encore, je vais les défendre pour une fois, et je vais pas me moquer d'eux. Mélange de Dirk Nowitzki et de Tracy McGrady. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu vrai. C'est Tracy McGrady avec la gravité de shooter de Dirk Nowitzki, finalement. Au niveau des surnoms, c'est un peu nul parce qu'il a choisi le pire. Finalement, il a choisi KD. Mais il y en avait des pas mal. Je sais pas si tu te souviens de Durantula. Tu te souviens ou pas ? Oui, c'est vrai. Ouais. De Durant et Tarantule avec ses bras très longs. Il a pas trop aimé, ça a pas accroché. Il y avait le Slim Reaper aussi. Oui, j'aime bien ça. Littéralement la faucheuse mince. Mais je crois qu'il a pas accroché non plus. Et après, il y avait The Servante. Moi, je comprends pas. Tu connais The Servante ? Ah, pas du tout. Et puis, je vois pas le rapport en plus. Ouais. Effectivement. Donc voilà, Kevin Durant, son parcours rapidement. C'est sa décennie, lui aussi, puisqu'il arrive début de décennie. Il a 22 ans, draft 2007. Donc il a déjà 22 ans. Enfin, déjà, il n'a que aussi 22 ans à l'entame de la décennie. Mais il sort déjà d'un titre de meilleur scoreur de NBA en 2010. Donc là, en 2011, il est déjà dans son prime, presque, en fait. Et la première année, en fait, ils font finale de conférence du côté d'OKC, finale de conférence perdue contre Dallas. Il faut dire aussi qu'ils sont peut-être aussi passés, notamment parce que Memphis avait fait l'upset sur les Spurs. Les Spurs qui étaient la grosse équipe du tableau qui aurait dû rencontrer OKC, finalement, ils n'ont pas eu à la rencontrer. Mais bref, donc finale de conférence, ça commence d'entrée de jeu très très bien pour OKC, pour Kevin Durant. 2012, les finales, évidemment. 2013, blessure de Russell Westbrook au premier tour des playoffs contre Houston, et donc élimination un peu prématurée ensuite contre Memphis. 2014, finale de conférence contre les Spurs, qui est finalement perdu contre les Spurs du Beautiful Game. 2015, lui est blessé, et OKC, du coup, avec Russell Westbrook en seul leader, ne font pas les playoffs. 2016, il y a l'upset de San Antonio, puisque finalement, c'est un peu la troisième meilleure équipe de la conférence Ouest à l'époque. San Antonio est sur un rythme, alors il y a Golden State devant, mais ils sont sur un rythme historiquement élite eux aussi, et pourtant ils se font upset par OKC du coup. Et puis ensuite il y a l'élimination évidemment contre les Warriors où ils menaient 3-1 et ils se font remonter. Et puis ensuite Free Agency 2016 du côté de Golden State, évidemment, ça c'est assez connu. 2017, le grand Golden State, celui qui essaye en saison régulière, celui qui joue toute la saison à fond. Une des meilleures équipes de l'histoire, évidemment, qui survole les playoffs en perdant un seul match en finale contre les Cavs. Un seul match de tout le run des playoffs, je veux dire. Et puis ensuite, 2018, l'affrontement contre Houston, remporté par les Warriors finalement, et ensuite le titre au bout. Et 2019, c'est la blessure en playoff, d'abord contre Houston au deuxième tour, et ensuite qui est aggravée, ou c'est peut-être même une autre blessure, la rupture du tendon en finale, après son retour un peu précipité sur les finales contre Toronto. Et donc finalement, on est sur 2 titres sur la décennie du côté des Warriors. Je sais pas trop comment te lancer, tellement c'est un peu l'évidence pour aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on parle aussi un peu en détail par rapport à des joueurs qui viendront après, des LeBron, des Curry, des Harden ou ce genre de compétiteurs. Très simplement, quelles sont pour toi un peu ces meilleures saisons, même si c'est un peu difficile à dire, ou en tout cas, comment est-ce que tu différencies la période OKC et la période Golden State, par exemple? C'est difficile à dire. C'est d'autant plus difficile à dire que il y a ce côté complètement machine chez Durant d'être tout le temps d'une régularité folle. Alors, moi j'avoue que j'avais été assez impressionné par sa défense dans les années à Golden State,
alors que ça avait rarement été aussi mis en lumière, peut-être aussi, je sais pas, dans les années OKC. C'était plus sur des playoffs que c'était impressionnant, mais alors que Golden State, comme tu dis, c'était plus en saison régulière, notamment la première année, quoi. Ouais. Donc c'était là où peut-être il était au sommet. Et j'aurais vraiment du mal à distinguer une année parce que je trouve que c'est toujours. Il est tellement monstrueux. Voilà, c'est ça. Il est incroyable. En fait, c'est presque. Il y a plein de choses à dire, mais il y a, en un sens presque rien à dire aussi tellement il est bon. Et juste le débat, c'est dans les 5 premiers de la décennie où il est, quoi. C'est voire dans les 3 premiers, je sais pas. Si tu veux avancer quelques pistes, vas-y, fais-toi plaisir. Même des joueurs qu'on n'a pas encore placés. D'instinct, tu le mettrais où là, par exemple? Je le mettrais 2 ou 3. Ouais. Derrière LeBron et puis la lutte avec Curry. Mais sûrement 2. On y viendra. Ouais. Oui, alors c'est incroyable cette régularité. C'est juste fou. Quand on regarde les chiffres, tout est incroyable. C'est peut-être un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Oui, on parle de la décennie, mais peut-être un des meilleurs de l'histoire, même. Avant, malheureusement, les blessures là de 2020 et un peu après, il a un peu perdu en rythme en termes de minutes et de nombre de matchs joués, mais on était sur quelqu'un qui était en route pour exploser le record all-time de scoring en carrière, très simplement. Oui, il doit être d'ailleurs très haut. Je sais pas exactement où il en est, mais je vais regarder, mais il doit être très très haut. Ouais. Il doit être déjà très haut, effectivement. Même si, encore une fois, il a un peu ralenti dernièrement. Mais oui, alors, le seul petit truc qu'on peut dire, je pense, en négatif, c'est que finalement, je trouve et c'est une question de profil, donc c'est pas quelque chose qu'il a fait ou pas fait, c'est que, en fait, c'est ton scoreur d'élite, mais il a jamais eu un rôle d'initiateur. Et en tout cas, quand il l'a eu, il a jamais été au niveau d'autres joueurs, comme des LeBron, comme des Harden. Vraiment, le rôle d'initiateur qui a la balle en main et qui doit créer du jeu collectif, et pour lui et pour les autres. Là-dessus, il a jamais été bon, parce que c'est pas son profil, en fait. Et il y avait toujours besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. Et donc, ça a été le cas, donc on va pas lui faire mettre des points de malus, pas du tout. Russell Westbrook, qui était là pour créer le jeu collectif avec ses pénétrations et ses décalages créés de cette manière. Et ensuite, à Golden State, c'était aussi le système qui faisait ça. Et tu vois, peut-être le petit accro qu'on pourrait dire, c'est une équipe comme Memphis en 2013, que moi j'adorais, cette équipe vraiment, mais en vrai, un talent transcendant comme Durant, tu pourrais te dire, en fait, à lui tout seul, il pourrait les passer, quoi. Et la série est très disputée, Je crois que ça finit à 80, mais le score ne reflète pas ça. Mais c'est juste une question de profil, en fait, où on sait qu'il n'a pas cette capacité à générer du jeu collectif parce que c'est pas un passeur de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui plutôt est un scoreur d'ultra élite. Mais quand même, donc du coup, autre point que j'avais noté, moi, c'est qu'il y a un tournant au milieu des années 2010 dans son jeu. C'est que notamment, il devient un meilleur passeur de manière assez significative, quoi. Au début, il est vraiment pas trop du tout. Et j'ai ce souvenir que en 2 ans, en fait, il passe d'une passe décisive, ensuite à 2,5, ensuite à 5. Et notamment l'année de son MVP en 2014, Russell Westbrook manque pas mal de matchs et il est un peu plus responsabilisé dans ce rôle de porteur de balle. J'avais fait un scouting report vidéo à l'époque de lui, mais je me souviens que il était à plus de 5 assists de moyenne, ce qui était énorme pour lui. Et ça a été un vrai changement où il faisait un peu plus sur pick and roll, un peu plus sur pénétration, etc. Donc il y a ce côté-là dans le profil qu'on peut citer. Et après, c'est vrai que, au niveau de l'efficacité, je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter parce que là, je vais faire un tunnel sur l'efficacité. Donc si tu as des trucs à rajouter, vas-y. Non, je parlais d'un des meilleurs scores de l'histoire. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est littéralement un des meilleurs scores de l'histoire. Et 21e actuellement. 21e en total, en termes de points marqués. Ouais. Mais moi, ce qui m'impressionne presque plus, c'est l'efficacité qui est faramineuse, quoi. Je veux dire, encore une fois, la stat du true shooting plus que j'aime bien. Donc, le true shooting, l'efficacité au scoring individuel par rapport à la moyenne. On est sur quelqu'un qui est 2011, sa première année de la décennie, il est à 109, donc plus 9% sur un volume de 32% d'usage. Déjà, ça, c'est rare de trouver des saisons à 109, minimum 109 sur 32% d'usage. Il n'y en a pas chaque année, on peut le dire. Et puis ensuite, il enchaîne tranquillement. 2012, il est à 116, c'est incroyable, encore une fois, sur 30% d'usage. 2013, il est à 121, qui est tout simplement le deuxième meilleur all-time derrière la saison 2016 de Curry. Donc c'est pas mal, 121 de true shooting plus 21% par rapport à la moyenne. 2014, on n'est que, entre guillemets, à 117. Bon, voilà. Ensuite, 2016, 117 également. Ensuite, du côté de Golden State, il fait 118, 115 et 113. Voilà, sachant que, pour donner un point de référence, 113, par exemple, c'est Jokic en 2021.
et c'était déjà une saison d'élite. Et Jokic en 2022, qui est encore un cran au-dessus, il est à 117. Donc voilà, vous voyez bien que on a toute une décennie où il est absolument scandaleux en termes d'efficacité. C'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Pour le coup, en termes d'efficacité, il y a que Curry et LeBron qui viennent le contester, quoi. D'ailleurs, quand on regarde sur toute l'histoire de la NBA, le true shooting, pas plus, mais le true shooting tout court, en termes d'efficacité sur toute une carrière, tous les meilleurs, les 20 meilleurs, c'est des pivots, rim rollers et tout ça. Donc il y a Gobert tout en haut. Et il y a Curry, qui est le seul arrière, qui est 6e, 62,4%. Ensuite, il y a Towns et Jokic, qui sont des pivots un peu différents. Et puis le premier ailier, c'est Kevin Durant, 61,5%. Non, mais c'est 12e all-time, et le deuxième non-pivot. Et encore, là, tu dis ça comme ça, déjà, c'est impressionnant. Je peux le rendre encore plus impressionnant au niveau du true shooting plus relativement à la moyenne. Et si on rajoute un critère d'usage, des saisons à plus de 30% d'usage et minimum 113 de true shooting plus, j'avais compté sur un podcast que j'ai fait sur Jokic il y a un an, il y en a une vingtaine à peu près de saisons comme ça. Il y a du Nowitzki, il y a du Larry Bird, il y a du Charles Barkley, qu'en a une. Shaquille O'Neal en a quelques-unes, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, voilà. Grosso modo, on a une 25 saisons comme ça, 113 de true shooting plus et minimum 30% d'usage. Par contre, minimum 30% d'usage et 117, là, il ne reste plus que 10 saisons dans toute l'histoire de la NBA. Et là, il ne reste que les meilleures saisons de Curry, il y en a une ou deux de LeBron, une ou deux de Kevin Durant, donc. Et après, je crois qu'il n'y a que Barkley et Abdul-Jabbar, et c'est tout en fait. On a 5 noms qui ont atteint ce niveau d'efficacité sur un tel volume. Et je dis ça parce que le 117, il a explosé plusieurs fois quoi, sur la décennie. Il fait du 116, 117, 117, 121. Enfin bref, il n'y a même pas besoin d'en faire plus. C'est vrai on est sur un niveau d'efficacité absolument monstrueux. Et c'est vrai qu'aussi que peut-être qu'on peut être un peu sur notre fin sur la défense par rapport à son profil, où on se dit il est tellement grand, tellement mobile, tellement long qu'en fait il pourrait tout faire, il pourrait être all defense, mais en même temps, est-ce que c'est juste d'attendre un niveau all defense en plus d'un niveau all time quoi en attaque? Et tu vois, par exemple, je trouve qu'en défense il a été bien meilleur et pourtant je suis un défenseur de James Harden, et je trouve que les critiques sont exagérées, mais Kevin Durant par rapport à ses atouts physiques a fait mieux en termes de performance que James Harden a fait sur l'ensemble de la décennie par rapport à ses atouts physiques. Oui. Donc voilà, tu l'as mis entre Harrison Barnes et Al-Farouq Aminu, c'est ça? Ouais, j'hésitais à le mettre un peu au-dessus de Barnes, mais je me suis dit, ouais, bon. Parce que finalement, tu vois, avec Barnes, ils ont été champions, alors que Kevin Durant arrive et... ouais, voilà, c'est ça, alors, finalement. Ils sont aussi champions, quoi, ça change rien. Bref. Premier, évidemment, on va le mettre premier du classement devant Kyle Lowry, t'es d'accord? Ouais. Ah bah bien sûr. Notre nouveau premier du classement, et je pense qu'il va le rester longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'on va aborder des Curry, LeBron ou autre, mais je pense qu'il va rester premier longtemps pour l'instant. Enfin, ça me paraît être les deux seuls concurrents. Mais... Alors, j'ai pas encore réfléchi, mais je me demande à quel point la longévité et le volume de Harden va pas aussi et le côté créateur, capable de faire des trucs sans rien. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ce sera un épisode assez intéressant d'ailleurs, ces duels-là. Bref, terminons tranquillement avec un petit qui est sur le terrain, encore une fois. Un autre poster dunk, d'ailleurs. Nous sommes le 19 mai 2011. Est-ce que tu te souviens? Donc on est en playoff, finale de conférence contre Dallas. Te souviens-tu du poster dunk sur Brandon Haywood de Kevin Durant? Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu es capable, donc, à part Kevin Durant et Brandon Haywood, de me citer les joueurs sur le terrain? On est quand même sur une finale de conférence de deux grosses équipes. Je pense mai 2011, c'est l'équipe de Dallas qui va être championne. Exact. Donc il y a Nowitzki. Dirk est sur le terrain, ouais. Si Haywood, c'est peut-être en partie le banc, puisque c'était Chandler le titulaire. Ouais. Donc il n'y a pas de Chandler, effectivement, c'est Haywood. Pas Chandler. Donc est-ce qu'il y a Jason Kidd? Il n'y a pas de Jason Kidd. Est-ce qu'il y a Terry? Il y a Terry et il n'y a pas de Jason Kidd, mais il y a son backup, le feu follet. JJ Barea. Il y a JJ Barea, effectivement. Donc il m'en manque un. Il te manque... Deshaun Stevenson? Non. Il te manque quelqu'un qui est arrivé en cours d'année. Stojakovic? Exactement. Peja Stojakovic, qui avait mis une pluie de 3 points d'ailleurs sur les Lakers au tour d'avant au match pour les éliminer. Stojakovic fait partie de cette équipe et il est sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est lui qui se fait éliminer par Kevin Durant sur le drive un peu facilement, on va pas se mentir. Et du côté d'OKC, donc on a Kevin Durant et puis il t'en manque 4 du coup. Est-ce que c'est le banc? C'est le banc, effectivement. D'accord. En partie, mais en grande partie, ouais. Ok.
Alors, est-ce qu'il y a Sefolosha? Sefolosha était titulaire. Ah non, parce qu'il y a le banc, du coup. Oui, bah, bien sûr. Est-ce qu'il y a Eric Maynor? Il y a Eric Maynor. Alors là, je m'attendais pas à ce que tu le trouves, celui-là. Eric Maynor, un meneur gestionnaire, effectivement. Collison? Il y a Nick Collison, effectivement. Et il te reste plus que les deux faciles, hein, finalement. Alors si c'est les faciles, c'est que c'est des titulaires? Non, du coup. Alors, il y en a un qui est titulaire et qui est analyste chez ESPN et qui est catastrophique. Ah bah c'est Perkins. C'est Kendrick Perkins. Et l'autre, le spacing, Perkins, Collison, Maynor, ça devait être... Oui, c'était pas mal. Hein. Ouais. Et pourtant, il est arrivé à aller au panier, hein, Kevin Durant. Et non, mais il te manque, t'as dit Sefolosha, non, en fait, c'est les backups, c'est les remplaçants sur le terrain. Qui était le backup de Sefolosha? Quand même. Qui était le backup de Sefolosha? Ah bah oui, bien sûr. Harden. Oui, James Harden. Évidemment. Effectivement, James Harden. Ah bah oui, donc voilà. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube voir ce poster dunk. Vous allez voir la définition de jouer au-dessus du niveau du cercle. Ouais. C'est-à-dire que son bras et le ballon est au-dessus du niveau du cercle, certes, mais sa tête aussi. Et pourtant, Haywood, on l'a un peu oublié, hein, mais pivot défensif, plutôt grand et plutôt long. Hein, donc, plutôt poster très sympathique. Donc voilà. On a été plutôt d'accord sur tout, hein, au niveau du classement. Oui. Il y a le débat sur Jrue Holiday. Mais voilà. Jrue Holiday, effectivement. Je pense que je vais quand même trancher au-dessus de Kevin Love pour la longévité. On verra ce que nous diront les auditeurs. Allez sur le Discord nous dire tout ça. Et les intervenants futurs aussi. On verra bien. Et donc, je vous récapitule le classement qu'on a fait jusqu'ici. Premier, Kevin Durant, notre nouveau leader. Deuxième, Kyle Lowry. Troisième, Tony Parker. Quatrième, Nikola Jokic. Cinquième, Joel Embiid. Sixième, Kevin Garnett. Septième, Jrue Holiday. Huitième, Kevin Love. Neuvième, Harrison Barnes. Et donc, 10e, Al-Farouq Aminu.